Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Malgré l'existence d'instruments juridiques, l'environnement continue d'être la victime silencieuse des conflits armés dans le monde. La sensibilisation se présente comme le moyen efficace pour parvenir à la préservation de la planète. 3 botios de rois puissants du royaume du Dahomey reviennent bientôt au bercail. Nous vous emmenons dans ce journal à la découverte du botio du roi Guézo, cette statuette religieuse protectrice des familles ou des personnes. Une première bonne impression peut vous faire gagner votre emploi entre tenue chic et classe. Que faut-il porter pour un entretien d'embauche? Un spécialiste en style vestimentaire nous aide à faire le bon choix. Ce 6 novembre 2021, les pays membres de l'Organisation mondiale des Nations unies célèbrent la journée internationale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre. L'objectif de cette journée est d'attirer l'attention de tous sur l'importance de préserver la planète contre les impacts des conflits armés sur l'environnement. Malgré l'existence des instruments juridiques, l'environnement continue d'être la victime silencieuse des conflits armés dans le monde entier. Amandine Anioboussou. La guerre et les conflits armés défont le tissu du développement durable. Ils accroissent la pauvreté et sapent les droits fondamentaux de l'être humain. Les pertes en vies humaines, civiles et militaires, ainsi que les dégâts matériels dus aux conflits armés, sont depuis toujours comptabilisés. En revanche, l'environnement demeure souvent une victime silencieuse. Dans le seul but de prendre un avantage militaire, par exemple, il arrive que l'eau des puits soit polluée, que des récoltes soient brûlées, que des arbres soient abattus ou que des animaux soient tués. Les dégâts causés à l'environnement en temps de conflit armé perturbent donc les écosystèmes et compromettent les ressources naturelles, même longtemps après la fin des hostilités. Ils ont aussi des effets qui s'étendent et se prolongent bien au-delà des limites des territoires nationaux, créant de fait des conséquences pour les générations futures. Le programme des Nations Unies pour l'environnement a relevé que lors des 60 dernières années, moins de 40% de tous les conflits internes étaient liés à l'exploitation des ressources naturelles. Il s'agissait soit de ressources de grande valeur comme les diamants, l'or et le pétrole, soit des ressources rares telles que les terres fertiles et l'eau. Il a également été observé que les conflits impliquant des ressources naturelles avaient 2 fois plus de chances de se reproduire. Pour l'Organisation des Nations Unies, il est particulièrement important que la protection de l'environnement fasse partie des stratégies de prévention des conflits, de maintien et de consolidation de la paix. Le 6 novembre a donc été retenu comme journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. Son objectif est de renforcer l'ambition de protéger la planète, même dans les scénarios les plus complexes et les plus difficiles. Il ne saurait y avoir de paix si la base de ressources dont les individus dépendent pour leur subsistance et dont ils tirent leurs revenus est mise à mal ou détruite, ou si elle est illégalement exploitée pour financer ou provoquer un conflit. Merci à vous, Amandine Aniambosso. Une autre journée célébrée ce 6 novembre, celle des sans-papiers. Encore appelée Wallpaper Free Day, cette journée a été instaurée pour exhorter les entreprises à abandonner le papier. La dématérialisation des documents présente aujourd'hui un intérêt colossal pour les entreprises et la société en général. Enjeu de développement durable quand on songe aux ressources naturelles utilisées pour produire le papier. À l'heure de l'informatique, des solutions existent et permettent d'envisager une amélioration dans les années à venir.
Connaissez-vous les botios? Dans la langue fon, c'est le nom donné aux statues généralement protectrices d'une famille ou d'une personne. 3 botios de rois puissants du royaume du Dahomey reviennent au Bécaye après près de 130 années passées dans l'Hexagone. Ces statues vont bientôt retrouver la terre de leurs ancêtres. Elles font en effet partie des 26 trésors royaux que nous plaisons depuis peu à vous présenter. Allons à la découverte du botio du roi Guézo, le roi formateur. Parmi les 3 grandes statues royales qui reviennent sur la terre où elles ont été façonnées, celle-ci est sans aucun doute la première à avoir été sculptée. De la taille d'un être humain, ce botio mesure 1,60 m de hauteur et a le buste recouvert par endroits de lames de fer, pour la plupart imparfaites, ce qui évoquerait le plumage rouge feu de l'oiseau gué, une sorte d'oiseau cardinal emblème du roi Guézo. Autour de ses reins, une ceinture en métal semble supporter un cache-sexe. Autour de son bras gauche se trouve un talisman communément appelé Tila. La prise de l'objet dans le palais royal atteste son lien avec les Agassovi, famille royale d'Abomey. La grande statuaire honorait essentiellement les ancêtres royaux et dans une moindre mesure des vaudous protecteurs de l'armée. Tous les combattants se pressaient de venir saluer la statuette avant de se rendre au combat. D'après les historiens, la statuette accompagnait Guézo lorsqu'il se rendait à la guerre et lui parlait dans une langue secrète traduite par un initié. Le geste des bras levés et probablement armés est commun aux statues de ses 2 successeurs immédiats et représenterait un geste de conquête et de bataille. Ce geste rappelle la place de la guerre et du désir expansionniste dans la dynastie d'Abomey. Les principales victoires du roi Guézo ont été remportées sans effusion de sang. Sa tactique consistait à envelopper l'ennemi peu à peu et pendant qu'il ne s'y attend pas, lui laisser une seule option, se rendre. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto. Parlons mode à présent. Savez-vous que pour un entretien d'embauche réussi, il faut une tenue vestimentaire adéquate? Pour une bonne première impression, il est capital de rester sobre et de privilégier l'élégance et le classique. Que faut-il donc porter pour un entretien d'embauche? Ariel Alarassa, spécialiste en style vestimentaire féminin, nous donne ici plus de précisions. Pour un entretien d'embauche, il faut porter des tenues sobres, pas de tenues sexy, parce que c'est pas pour aller en boîte. Il faut porter des chemisiers, des robes tailleurs, des vestons ou des ensembles tailleurs, pantalons, vestes, jupes, vestes. Je pourrais citer 4 couleurs. Le noir qui représente le leadership, le bleu nuit qui représente la créativité et le travail en groupe. La couleur blanche qui montre votre sens de l'organisation et votre côté méticuleux. Ensuite, le gris qui représente un peu aussi l'esprit de créativité. Quand on a par exemple une poitrine forte, il faut éviter de mettre, pour aller à un entretien, de mettre des décolletés plongeants qui va faire voir l'essence de vos seins. Non. Et il ne faut pas mettre aussi des cols roulés qui fermeront votre poitrine et la poitrine sera taxée. On verra plus la forme de votre poitrine. Bon, il faut miser sur des tenues moins serrées. Quand par exemple, si on a les hanches, on ne peut pas mettre du pantalon pour aller à un entretien d'embauche. Le recruteur aura juste les yeux sur vos rondeurs. Il faut peut-être porter un pantalon un peu évasé, pas slim, un peu évasé, ça va un peu équilibrer la morphologie au niveau de vos hanches. Il ne faut pas porter des sandales, il faut mettre des escarpins, des ballerines à petits talons. Des talons qui vous permettront d'être à l'aise quand vous serez assis et vous ne serez pas stressé, nerveux. Parce que quand vous portez une chaussure qui fait mal au pied, et puis une chaussure dans laquelle vous avez du mal à marcher, votre nervosité se fera ressentir par votre recruteur. Suivons à présent la Nation en bref, un condensé des faits ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures. La Nation en bref porte la signature de Amandine Agnamboussou.
L'agence de notation Fitch rehausse la notation de crédit du Bénin à B+, avec perspective stable. Cette décision atteste une nouvelle fois de la forte résilience du pays face à la pandémie de Covid-19. L'agence a relevé la perspective de notation du Bénin à positif en février 2021. Fitch salue en particulier la forte croissance potentielle du Bénin, la qualité des politiques économiques proactives du gouvernement et la stabilisation de l'endettement à un niveau nettement inférieur aux pays de notation équivalente. Le Bénin conforte ainsi sa position parmi les pays africains bénéficiant de la meilleure notation de crédit. Il se démarque une fois de plus par sa résilience face aux chocs externes. L'université d'Abomey-Calavi a effectué sa rentrée académique solennelle mercredi dernier. L'événement est placé sous le thème « Éducation et la problématique de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur ». Ce thème montre combien l'insertion professionnelle est une préoccupation majeure pour la nouvelle équipe rectorale. Selon le recteur Félicien Avlessi, l'ouverture d'une nouvelle année académique est un moment de projection qui constitue l'occasion de présenter le plan d'action de l'équipe rectorale pour déterminer les objectifs à atteindre tout au long de l'année à venir. Et l'atteinte de ces objectifs ne serait possible que grâce à l'implication, la collaboration et l'engagement de toute la communauté universitaire. À l'occasion des lettres de félicitations ont été décernées à une trentaine d'enseignants admis à faire valoir leur droit à la retraite. Plus d'engins à 3 roues dans la circulation à Parakou à certaines heures. Le maire de la ville de Parakou, Inoussa Zimechabi, a pris un arrêté pour réglementer la circulation des engins à 3 roues. Les engins à 3 roues, communément appelés tricycles, ne sont plus autorisés à circuler entre 18h et 7h du matin dans la commune de Parakou. Selon le maire, cette décision est prise pour réduire les risques d'accidents de circulation causés par ce type d'engin en période de faible visibilité. Il invite le commissaire central à porter main forte pour le respect de la présente mesure. En Côte d'Ivoire, la récolte de coton sera plus importante que les prévisions faites pour la campagne 2021-2022. D'après le secrétaire exécutif de l'Association professionnelle des sociétés cotonnières, la production d'or blanc est estimée à 600 000 tonnes contre 580 000 tonnes anticipées en début de saison. Cette révision à la hausse s'explique principalement, selon le responsable, par les bonnes précipitations qui sont tombées dans les zones de production et ont amélioré les perspectives de rendement. La Côte d'Ivoire offre en outre le prix garanti pour le kilogramme de coton le plus élevé de la région ouest africaine, soit 300 francs CFA. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.